Les mots résonnaient encore dans mon esprit alors que j'étais assise dans ma voiture de location, garée devant la maison familiale où j'avais grandi, la pluie traçant des sillons sur le pare-brise comme les larmes que je refusais de verser. Ton frère mérite plus, Elsa. Il a de la vision, de l'ambition. Cette opportunité commerciale pourrait tout changer pour notre famille. L'ironie ne m'échappait pas. Il parlait de transformer notre famille alors qu'il détruisait systématiquement la partie de celle-ci qui m'incluait. Mes parents, Heinrich et Ingrid Müller, avaient toujours été des gens pragmatiques. Anciens agriculteurs devenus petits entrepreneurs, ils s'étaient battus pour se hisser depuis le néant, travaillant 16 heures par jour pour bâtir leur modeste succès. Je respectais cela chez eux, leur éthique de travail était légendaire dans notre petite ville bavaroise. Mais quand il s'agissait de leurs enfants, ils avaient toujours vu Klaus à travers des lunettes roses, tandis que moi, j'étais la fiable. La stable. Celle sur qui on pouvait compter, qui retomberait toujours sur ses pieds, donc pourquoi s'inquiéter pour elle? Klaus était l'enfant prodige, celui qui ne faisait jamais rien de mal, même après avoir abandonné l'université 2 fois, même après avoir embouti la voiture de papa en conduisant ivre, même après avoir emprunté de l'argent à des amis sans jamais les rembourser. Il est en train de se chercher, disait maman, comme si avoir 28 ans et être au chômage était une noble quête de découverte de soi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me préparais à ce moment depuis 3 ans. Les signes étaient là bien avant la grande annonce de Klaus. Il y avait ces remarques subtiles lors des repas de famille, Klaus a de si grandes idées, suivies de regards appuyés dans ma direction, qui communiquaient clairement, contrairement à d'autres. Il y avait cette lueur dans leurs yeux lorsqu'ils parlaient de ces nouveaux projets, leur voix pleine d'espoir et de fierté, qui devenait soudainement neutre et polie quand je mentionnais un nouveau client ou la réussite d'un projet. Je me souviens exactement du moment où j'ai compris à quel point j'étais remplaçable à leurs yeux. C'était le jour de mes 26 ans, et je venais de signer le plus gros contrat de ma carrière de freelance, une refonte complète de l'image de marque d'un grand cabinet d'avocats à Munich. J'étais si excitée à l'idée de leur annoncer, certaine qu'ils seraient fiers. Mais lorsque je suis arrivée au dîner familial, Klaus monopolisait la conversation avec ses projets pour révolutionner le marketing des réseaux sociaux, une entreprise qui n'existait que dans son imagination et dans une présentation PowerPoint bâclée. Et c'est bien, ma chérie, avait dit maman distraitement quand j'avais enfin réussi à parler de ma réussite, avant de se tourner aussitôt vers Klaus. Alors, raconte-nous plus sur ta cible démographique, mein Schatz. Ce soir-là, en rentrant seule chez moi, j'ai pris une décision. S'ils me voyaient comme un plan B fiable, alors je deviendrais le meilleur plan B qu'ils aient jamais négligé. Tout a commencé quand Klaus a parlé pour la première fois de son idée, révolutionnaire, d'application de livraison de repas, au dîner de Noël. J'ai vu les yeux de nos parents s'illuminer alors qu'il peignait un avenir où il serait le prochain grand entrepreneur de la tech, gesticulant avec son verre de vin, enchaînant des mots à la mode qu'il avait clairement appris dans des vidéos YouTube. On va disrupter toute l'industrie, s'était-il exclamé, renversant du rotoin sur la nappe de maman. Imaginez Uber, mais pour la bouffe. J'ai failli m'étouffer avec mon Sauerbraten. Uber pour la nourriture existait déjà, ça s'appelait DoorDash, Uber Eats, Lieferando. Mais Klaus n'avait jamais laissé la recherche entraver une bonne histoire. J'ai vu le doute s'installer dans leurs regards lorsqu'ils observaient ma modeste carrière de graphiste, mon petit appartement, ma Honda Civic pratique. À leurs yeux, j'étais réussie mais pas brillante. Confortable mais pas exceptionnelle. Je payais mes factures, j'épargnais, je cotisais pour ma retraite, des qualités admirables mais ennuyeuses, qui n'inspiraient pas de discours autour de la table. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches, de vraies recherches, pas la version de Klaus qui se limitait à taper « Comment créer une entreprise » sur Google et regarder des TED Talks. Pendant 3 mois, j'ai méthodiquement analysé le marché de la livraison de repas à Munich. J'ai étudié les applications concurrentes, cartographié les zones de livraison, analysé les stratégies de tarification, et même interviewé des restaurateurs sur leur expérience avec les plateformes existantes. J'ai créé des tableurs pour suivre les taux d'adoption, les fluctuations saisonnières, les marges bénéficiaires. J'ai consulté des développeurs pour estimer les coûts et les délais de développement réalistes. Ce que j'ai découvert était accablant, le marché était saturé, les marges étaient extrêmement faibles, et s'y faire une place nécessitait des millions en capital risque, de l'argent que Klaus n'avait pas, et qu'il n'obtiendrait jamais avec son absence totale d'expérience. Mais mes parents ne voyaient que son enthousiasme. Il assistait à ces présentations d'affaires, dans notre salon, où il utilisait des mots comme « innovation disruptive » et « avantage du premier entrant », tout en montrant des diapos remplis de clipards et de citations inspirantes. Je les voyais hocher la tête sérieusement lorsqu'il expliquait sa proposition de valeur unique, des délais de livraison plus rapides, qu'il comptait atteindre avec des méthodes qu'il était incapable d'expliquer.
Elsa, tu devrais prendre des notes, avait suggéré papa pendant l'une de ses séances. Tu pourrais apprendre ce qu'est le vrai entrepreneuriat. J'ai bien pris des notes. Mais pas celles qu'ils attendaient. Pendant que Klaus s'affairait à créer des présentations tapas grave l'œil rempli de photos d'illustrations et de citations motivantes, à fréquenter des meet-up d'entrepreneurs, dans des cafés branchés de Munich, et à parler sans fin de bouleverser le marché, moi, j'enquêtais discrètement sur chaque aspect de son plan d'affaires. J'ai découvert que son idée, révolutionnaire, était déjà mise en œuvre par 4 entreprises différentes à Berlin et ce depuis 3 ans. J'ai appris que ces prétendues réunions avec des investisseurs étaient en réalité des événements de réseautage où ils collectionnaient des cartes de visite, prenaient des selfies avec de vrais entrepreneurs à succès, et les postaient sur LinkedIn avec des légendes du genre « super rencontre avec des leaders du secteur ». Je l'observais s'exercer à faire son pitch devant le miroir, répétant des phrases comme « solution synergique » et « potentiel de croissance scalable », sans comprendre le moindre mot de ce qu'il disait. Il n'avait jamais rédigé de plan d'affaires, jamais mené d'études de marché, jamais même travaillé dans la restauration. Mais il avait du charisme, et cela avait toujours suffi à nos parents. Plus important encore, j'ai lancé ma propre entreprise. En utilisant mes compétences en design et les contacts que j'avais noués au fil des années en tant que freelance, des relations que Klaus qualifiait avec mépris de « petits clients sans importance », j'ai lancé une agence de marketing digital. Je travaillais les soirs et les week-ends, survivant grâce au café et à ma détermination, et j'ai peu à peu construit une clientèle composée d'entreprises qui avaient réellement besoin de mes services. Pas de jargon, pas de promesses en l'air, seulement un travail solide, avec des résultats mesurables. Je n'en ai parlé à personne au début. Tandis que Klaus annonçait chacun de ses mouvements sur les réseaux sociaux, je signais discrètement mon tout premier contrat important avec une brasserie munichoise en quête d'une nouvelle identité visuelle. Pendant qu'il achetait des cartes de visite hors de prix et payait des logos qu'il ne pouvait pas se permettre, je réinvestissais chaque euro dans ma jeune entreprise. Au moment où Klaus faisait son pitch à nos parents pour obtenir un financement, j'avais déjà discrètement sécurisé des contrats avec 3 grandes entreprises de Munich, et je générais un revenu mensuel stable. Mon plan d'affaires n'était ni griffonné sur des serviettes en papier ni rempli de photos d'illustrations, c'était un document de 50 pages contenant des prévisions financières, une analyse de marché et des témoignages de clients satisfaits. J'avais aussi fait quelque chose que Klaus n'avait jamais envisagé, j'avais mis de l'argent de côté. Pendant qu'il dépensait ses allocations chômage dans des événements de réseautage et des cafés hors de prix, je vivais en dessous de mes moyens et bâtissais une réserve financière. Je savais que la tempête approchait. Le premier signe est apparu lors d'un dîner familial un dimanche de mars. Klaus expliquait ses besoins en financement quand papa a mentionné, comme si de rien n'était, qu'ils étaient en train de revoir les actifs familiaux, pour déterminer comment soutenir au mieux son projet. Les actifs familiaux, ai-je demandé, même si je savais déjà de quoi il s'agissait. Eh bien, l'appartement prend de la valeur en ce moment, a dit maman sans croiser mon regard. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de cet argent maintenant. Tu t'en sors très bien avec ta petite entreprise de design. Ma petite entreprise de design. 3 mots qui résumaient parfaitement tout ce qui clochait dans leur perception de moi. C'est une stratégie d'investissement intelligente, a ajouté Heinrich avec ce ton condescendant qu'il réservait aux vérités soi-disant évidentes qu'on explique à un enfant lent. L'application de Klaus pourrait rapporter 10 fois l'investissement initial. Ton appartement va juste exister. Ce soir-là, j'ai accéléré mon calendrier. J'ai discrètement trouvé un autre logement, déplacé mes biens les plus précieux dans un box de stockage, et commencé à documenter chaque détail financier de la croissance de mon entreprise. J'ai ouvert un compte bancaire séparé pour l'activité et commencé à y transférer tous mes revenus, afin de constituer des preuves de ce que j'avais accompli pendant qu'il me méprisait. J'ai aussi engagé un avocat, pas l'avocat de la famille, mais un spécialiste du droit des petites entreprises et de la protection des actifs. Par précaution. Le jour où ils ont vendu mon appartement, celui dont je payais le prêt depuis 4 ans, celui qui appartenait légalement à une fiducie familiale à laquelle j'avais naïvement consenti à une époque où j'étais jeune et confiante, je n'ai pas protesté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas élevé la voix lorsque papa m'a tendu les documents à signer, évitant mon regard comme un enfant pris en faute. La réunion s'est tenue dans le bureau de notre avocat de famille, Maître Weber, dont le visage familier était empreint de gêne. Il me connaissait depuis toute petite, m'avait vu grandir, et je pouvais voir qu'il désapprouvait ce qui se passait. Mais la loi, c'est la loi, et les documents de la fiducie étaient clairs. La famille a décidé que c'était la meilleure utilisation de cet actif, a déclaré Heinrich d'un ton rigide, utilisant un langage formel comme si cela rendait la trahison moins personnelle. L'entreprise de Klaus a un potentiel de retour sur investissement considérable.
Je me suis contentée de sourire et de souhaiter bonne chance à Klaus pour son projet, ma voix calme malgré mon cœur en miettes. Tu as tout à fait raison, papa. Klaus mérite cette opportunité. Tu prends ça très bien, Elsa, a dit ma mère, soulagée mais avec aussi autre chose dans la voix, de la surprise, peut-être même une pointe de déception de ne pas me voir me battre pour ce qui m'appartenait. Je craignais que tu ne sois bouleversée. Pourquoi le serais-je, maman? La famille soutient la famille, pas vrai? Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que j'avais déjà déménagé mes affaires les plus précieuses des mois auparavant. L'appartement qu'ils ont vendu était pratiquement vide, je logeais dans un petit hôtel près de mes clients et j'utilisais ce temps pour finaliser mes plans d'expansion. Chaque meuble, chaque photo de famille, chaque souvenir du foyer que j'avais bâti avait été soigneusement déplacé. J'avais aussi résilié les abonnements à mon nom, fait suivre mon courrier, et même récupéré mon dépôt de garantie en avance. Quand ils ont vendu mon appartement, ils vendaient simplement des murs et des pièces vides. Tout ce qui comptait vraiment pour moi était déjà en sécurité. Mais je les ai laissés croire qu'ils m'arrachaient quelque chose de précieux. Je les ai laissés porter cette culpabilité, parce que je voulais qu'ils comprennent le poids de leur choix. Le plus difficile n'a pas été de perdre l'appartement, c'était de voir mes parents se transformer en des personnes que je ne reconnaissais plus. La femme qui m'avait appris la justice et le respect traitait désormais un de ses enfants comme plus méritant que l'autre. L'homme qui m'avait toujours inculqué qu'on devait mériter ce qu'on obtient donnait maintenant le succès à quelqu'un qui n'avait jamais travaillé pour l'avoir. Klaus, à son crédit, semblait mal à l'aise avec tout cela. « Tu es sûre de toi, Elsa ?» m'a-t-il demandé en privé après la signature des papiers. « Je pourrai te rembourser une fois que l'entreprise décollera. »« Et ce sera quand ?» ai-je demandé. Il n'a pas su me donner de délai. Évidemment, il n'avait jamais rédigé de plan d'affaires avec des étapes concrètes ou des flux de trésorerie prévisionnels. « Bientôt » a-t-il dit vaguement. « Certainement dans l'année. » Je lui ai souri et ai tapoté son épaule. « Je suis sûr que tu y arriveras, Klaus. Je suis sûr que tu y arriveras. » Les signes annonciateurs de l'échec imminent de Klaus étaient visibles dès le premier mois, bien que nos parents aient choisi de ne pas les voir. Je l'observais de loin brûler de l'argent avec une efficacité stupéfiante. Le bureau, essentiel, était un espace de coworking branché coûtant plus cher par mois que le loyer de la plupart des gens. Le logo et le package de branding qu'il avait commandé valaient plus que certaines voitures. Il avait engagé une responsable des réseaux sociaux, dont le travail semblait consister principalement à publier des citations inspirantes et des photos de Klaus, songeur, dans des cafés. J'aurais pu les avertir. N'importe quel analyste d'affaires compétent aurait vu les signaux rouges, aucune validation client, aucun produit minimum viable, aucune compréhension des unités économiques, aucune stratégie réaliste de mise sur le marché. Klaus dépensait comme une entreprise bien établie alors qu'il générait des revenus dignes d'un projet de loisir. Mais ils avaient fait leur choix. Ils avaient décidé que le potentiel de Klaus valait plus que mes résultats concrets. Alors je les ai laissés apprendre cette leçon difficile que j'avais moi-même déjà assimilée, le potentiel sans exécution n'est qu'un vœu pieux coûteux. Pendant ce temps, ma petite entreprise de design connaissait une croissance exponentielle. Le contrat avec la brasserie de Munich avait été si réussi que le client m'avait recommandé à sa société mère, ce qui m'avait conduit à signer un contrat avec une chaîne de restaurants bavarois d'une valeur de 200 000 € par an. Ce succès attira l'attention d'une start-up technologique qui avait besoin d'un développement de marque complet, logo, site web, support marketing et conseil continu. Ce contrat à lui seul valait plus que tout le financement de Klaus. La communauté d'affaires de Munich, très soudée, se mit à parler de cette designer qui livrait des résultats exceptionnels, sans drame, sans retard, sans dépassement de coûts. Mon planning était complet 6 mois à l'avance, j'avais établi des partenariats avec 3 grandes agences de publicité, et je refusais activement des projets tant la demande dépassait mes capacités. J'ai embauché ma première employée Anna, une jeune designer talentueuse tout juste diplômée, qui me rappelait moi à son âge, affamée, capable, et sous-estimée. Puis j'ai engagé un chef de projet, Stéphane, dont les compétences organisationnelles m'ont permis de gérer des contrats encore plus importants. Mon nouveau bureau n'était pas seulement fonctionnel, il était impressionnant. Les clients amenaient leurs partenaires simplement pour leur montrer ce que j'avais construit. Tout cela se déroulait alors que Klaus était encore en phase de développement, promettant que l'application serait lancée d'un jour à l'autre. Quand Heinrich m'a appelé 3 semaines plus tard, sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Il y avait dans son ton un tremblement qui trahissait les nuits sans sommeil et les discussions difficiles. « Elsa, Liebling, est-ce qu'on pourrait se voir autour d'un café? Il y a quelque chose dont ta mère et moi devons te parler. C'est important. » Je savais, bien sûr, de quoi il s'agissait.
L'échec spectaculaire de Klaus était devenu impossible à cacher, surtout dans le petit monde des affaires munichois, où les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes. J'avais entendu, par mon propre réseau, qu'il contactait discrètement d'anciens collègues pour chercher un financement d'urgence ou même un emploi de base. Mais je les ai laissés choisir le moment et le lieu. Je les ai laissés venir à moi. Je les ai trouvés au café Krener, notre ancien lieu de rendez-vous familial, assis à une table d'angle avec leur café froid devant eux. Ils semblaient plus âgés que leurs 60 ans passés, comme si le poids de leur erreur les avait physiquement vieillis. Les mains d'Ingrid tremblaient légèrement en soulevant sa tasse, une nervosité que je ne lui avais jamais connue. Heinrich ne pouvait pas soutenir mon regard, préférant contempler les nervures du bois de la table comme si elles contenaient les réponses aux questions qu'il redoutait de poser. Le silence s'étira entre nous pendant presque une minute. C'était leur rencontre, leur confession à faire. Nous avons fait une terrible erreur, dit enfin Heinrich d'une voix à peine audible. Nous avons fait le mauvais choix. Tellement mauvais. Les yeux d'Ingrid se remplirent de larmes. Klaus, l'entreprise a complètement échoué. Tout cet argent, ton logement, tout ce qu'on t'a pris, c'est perdu. Et maintenant, il en demande encore. De l'argent que nous n'avons pas. De l'argent que nous ne pouvons pas obtenir. Elle s'interrompit, tamponnant ses yeux avec un mouchoir usé. Il veut qu'on prenne une deuxième hypothèque sur la maison. Il dit que cet échec était juste une expérience d'apprentissage et que sa prochaine idée réussira à coup sûr. Et vous voulez que je vous aide, dis-je, sans poser la question. Ils échangèrent un regard rempli de honte et de désespoir. Nous savons que nous n'avons aucun droit de demander quoi que ce soit, murmura Ingrid. Après ce qu'on t'a fait, après d'avoir pris ton foyer, ta sécurité, ton avenir. Heinrich finit par me regarder dans les yeux. Nous avons détruit notre relation avec la fille qui avait construit quelque chose de réel, en courant après les rêves d'un fils qui n'a rien construit d'autre que des dettes. Nous avons été des idiots, Elsa. De vieux idiots aveugles. Je les ai laissés dans ce silence, les observant dans leur inconfort. Une partie de moi, l'enfant blessé qui n'avait jamais été la préférée, voulait les voir souffrir. Mais ils restaient mes parents. Je ne peux pas vous donner d'argent, dis-je enfin, voyant leur visage s'effondrer comme des pierres dans l'eau. Heinrich prit 10 ans d'un coup. Mais je peux vous offrir quelque chose de mieux. Je fis glisser une proposition commerciale à travers la table reliée, professionnelle, minutieusement préparée, le genre de document que Klaus n'avait jamais pris la peine de rédiger. J'ouvre un bureau à Munich pour mon agence. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'administratif, quelqu'un de fiable, rigoureux, avec une vraie expérience en affaires. Le salaire est de 50 000 € par an, avec avantages, partage des bénéfices et couverture santé complète. Les yeux de Heinrich s'écarquillèrent en lisant, ses mains usées tremblant légèrement sur les pages. Elsa, est-ce que tu m'offres un travail? Je vous offre un travail à tous les deux. Mama, tes compétences en comptabilité issues de l'ancienne entreprise seraient parfaites pour notre département financier. Même salaire, mêmes avantages. Tu gérerais les finances de contrats dépassant les 2 millions d'euros par an. Les chiffres les frappèrent comme un coup physique. En un an, je leur offrais ensemble plus que ce qu'ils avaient donné à Klaus, et contrairement à ses profits imaginaires, il s'agissait ici de salaires réels issus d'une entreprise qui générait des revenus concrets. Ils me regardèrent, stupéfaits, et je vis dans leurs yeux qu'ils comprenaient non seulement l'offre, mais ce qu'elle signifiait. Leur fille, la fiable, l'ennuyeuse, avait construit quelque chose de solide pendant qu'ils poursuivaient des illusions. Mais pourquoi, demanda Ingrid, les larmes aux yeux. Après ce qu'on t'a fait. Je réfléchis à la manière de répondre. J'aurais pu leur parler de toutes les nuits où j'avais pleuré seule, me sentant inutile et rejetée. J'aurais pu évoquer les séances de thérapie où j'ai appris à surmonter la douleur d'avoir été toute ma vie le second choix. J'aurais pu leur expliquer combien leur trahison avait failli me briser. À la place, j'ai tendu les mains et saisi les leurs. Parce qu'à la différence de Klaus, moi je comprends ce que famille signifie vraiment. Et parce que j'ai toujours eu 10 longueurs d'avance, j'ai construit quelque chose capable de nous porter tous. Alors que nous étions là, 3 générations de Müller en train de reconstruire ce qui avait été brisé, j'ai enfin compris leur erreur. Ils pensaient que Klaus méritait plus parce qu'il rêvait plus grand et parlait plus fort. Ils avaient confondu la confiance avec la compétence, la vision avec la viabilité. Ils n'avaient pas réalisé que des rêves sans fondation ne sont que des fantasmes coûteux. Mais la planification, la préparation, et un véritable souci de la famille? Cela construit des empires. La transition ne fut pas immédiate, la confiance, une fois trahie, demande du temps à se réparer. Mais petit à petit,
Heinrich et Ingrid se révélèrent inestimables pour mon entreprise en pleine croissance. L'expérience de papa dans la gestion d'une petite société se traduisit parfaitement en direction des opérations, tandis que la minutie de maman permit d'éviter des erreurs qui auraient pu coûter cher. Pour la première fois depuis des années, nous avions des dîners de famille qui ne tournaient pas autour des dernières lubies de Klaus ou de mes prétendus manquements. Nous parlions de projections trimestrielles, de satisfaction client, de perspectives d'expansion. Mes parents commencèrent à comprendre ce que j'avais bâti non grâce à la chance ou aux relations, mais grâce à la compétence et à la persévérance. 6 mois plus tard, Klaus m'appela pour savoir s'il y avait des postes disponibles dans mon entreprise. Sa voix trahissait une humilité que je ne lui connaissais pas, mêlée à une détresse qu'il tentait de masquer. « J'ai beaucoup appris de mes erreurs, Elsa, dit-il. Je crois que je pourrais vraiment apporter quelque chose à ce que tu construis. » Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. J'y réfléchis encore. Mais dernièrement, j'incline vers le oui pas parce qu'il le mérite, mais parce que tout le monde mérite une seconde chance de prouver qu'il peut changer. Même les enfants dorés finissent par apprendre que le monde ne leur doit rien. Après tout, être 10 longueurs d'avance, c'est aussi savoir quand tendre la main pour aider quelqu'un à rattraper son retard.